Bonjour et bienvenue dans ce tuto consacré aux aides d'État sous la forme de compensation de services publics en matière d'investissement dans le logement social. Dans le cadre effectivement de la mise en œuvre de votre contrat régional d'équilibre territorial, notamment dans son volet transition énergétique dans l'habitat, la région Sud a souhaité accorder la plus grande importance à ce que les aides qu'elle va vous accorder pour développer ces projets soient conformes au droit européen et donc incorporent une sécurité juridique par rapport aux investissements que vous allez réaliser. C'est une décision très importante qui s'inscrit dans la continuité du Conseil régional en matière de gestion des fonds européens, notamment du FEDER, et de la montée en puissance du droit européen en matière de services d'intérêt économique général. Il faut savoir effectivement que dans l'Union européenne, toute une série de textes aujourd'hui consacrent une importance particulière aux services d'intérêt général, dans lequel figure bien entendu le logement social. Vous avez le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui protège l'accomplissement des missions d'intérêt général, nous y reviendrons, la charte des droits fondamentaux qui reconnaît l'accès aux services d'intérêt général, mais également l'accès à une aide au logement, la jurisprudence de la Cour de justice qui a défini la notion d'aide d'État relative aux compensations de services publics, une décision de la Commission européenne de 2005 qui a été révisée en 2011, qui s'applique directement en droit interne aux organismes HLM et qui définit les conditions de compatibilité des compensations de services publics par rapport aux règles de concurrence, et dernièrement le socle européen des droits sociaux qui affirme le droit à l'accès à un logement social et à une aide de qualité. Donc un cadre juridique très structurant pour légitimer des aides pour financer les investissements en matière de logement social. L'élément clé de ce dispositif, c'est l'article 106, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est la base juridique des textes européens relatifs aux compensations de services publics qui fait primer sur le droit de la concurrence, mais également sur l'ensemble des règles du traité, le bon accomplissement de vos missions d'intérêt général et des obligations de service public qui vous sont imposées. C'est un texte très important parce qu'effectivement, ce principe de primauté va se traduire dans le droit dérivé par des dispositifs dérogatoires, sous condition, bien entendu, d'accomplissement d'une réelle mission d'intérêt général, qui n'est pas d'abus manifeste en la matière, et qu'elle se traduise par des obligations de service public les plus transparentes possibles. Alors, cette décision de la Commission européenne est applicable en France depuis 2005, encore une fois d'application directe, elle n'a pas besoin d'être transposée. Elle a été révisée en 2011 et elle pose 4 conditions cumulatives pour qu'une aide d'État pour financer un service public soit compatible avec le principe de concurrence du traité. Donc il faut d'abord un acte officiel qui vous charge de la gestion d'un mandat en matière d'intérêt général. On n'a aucun problème avec le droit interne, avec le CCH, les agréments, votre CUS, la convention APL, tout ça forme effectivement un mandat SIEG. Et donc, il n'y a aucune difficulté à prouver aujourd'hui que vous êtes bien chargé d'un service d'intérêt général au sens de cette décision. Il faut qu'il n'y ait pas de surcompensation, c'est-à-dire que tant que l'aide que vous allez obtenir se limite à compenser les coûts d'exécution du service public, l'aide sera compatible. Mais si vous recevez trop d'aide ou plus d'aide que nécessaire, cette aide n'est pas, encore une fois, nécessaire à vos investissements et donc peut induire un avantage économique qui viendrait perturber un peu les règles de concurrence. Donc bien prouver que toutes les aides que vous recevez se limitent à compenser l'exécution de vos investissements. Des contrôles réguliers bien entendu pour ce dispositif, donc avec un test prévisionnel en amont de l'investissement et lors du paiement du solde, et des rapports tous les 2 ans que l'État français doit faire à la Commission sur la mise en œuvre. Nous en sommes au 6e aujourd'hui, donc 5 rapports ont déjà été transmis à la Commission européenne, notamment sur les modalités de mise en œuvre en matière de logement social. Alors le calcul est relativement simple sur le papier, ensuite il faut le mettre en œuvre, c'est plus compliqué. Donc la compensation, c'est-à-dire la somme des avantages économiques que vous obtenez à travers des aides directes ou indirectes,
doit être inférieur ou égal au coût d'exécution de votre service public, moins les recettes qui en sont tirées, notamment les loyers, mais également d'autres produits annexes, et plus un bénéfice éventuel qui doit être raisonnable, qui doit rester raisonnable, et qui, dans notre secteur, se limite à la rémunération des fonds propres investis dans les opérations. Donc tout cela forme un cadre très important, très structurant, dans lequel entre votre dispositif de transition énergétique dans l'habitat, notamment par une volonté du Conseil régional d'appliquer ces textes, effectivement, de rentrer dans ces textes, dans la continuité de ce qu'avait fait la région dans le cadre de la gestion des fonds FEDER en matière de rénovation thermique. Donc comment pouvons-nous avancer dans cette voie, c'est-à-dire qu'il a fallu, avec à la demande de la RHLM et en collaboration avec la région Sud, établir un tableur spécifique à la convention SIEG Région Organisme HLM qui permette de démontrer par les organismes HLM, par vous, que votre projet ne reçoit pas de surcompensation, qu'il ne reçoit pas d'aide non nécessaires à l'accomplissement de votre service public ou non utiles. Et donc, ce tableur, effectivement, nous allons vous le présenter. Comment fonctionne-t-il ? Comment le remplir ? Comment l'utiliser ? Alors, c'est un tableur qui est composé de trois feuillets. Le premier, c'est le feuillet qui vous permet de rentrer vos données et d'établir l'absence de surcompensation. Le deuxième, c'est un feuillet de transparence où l'ensemble des paramètres du calcul sont visibles pour bien vérifier effectivement la pertinence de ces calculs et en toute transparence, et une notice explicative qui reprend toutes les données du contrôle et qui permet effectivement de préciser la méthodologie de calcul. Donc on en revient au premier feuillet. Vous avez la référence avec les différents textes européens qui vous concernent, donc vous pouvez les télécharger directement depuis le tableur pour bien travailler dessus. Ensuite, vous avez les précisions des différents articles concernés. C'est très important, effectivement. Et là, il y a également la référence à l'ensemble des textes français qui vous mandatent de la gestion du service d'intérêt général. Vous avez également en téléchargement, pouvez télécharger une note justificative de votre mandat SIEG qui reprend en compte tous ces éléments de mandat au sens du droit français cette fois. Alors, il y a des rappels généraux sur comment la compensation doit être calculée et le principe d'absence de surcompensation. Donc, vous avez tous les éléments pour remplir le graphique. Alors, concrètement, comment procéder à l'enregistrement de vos données? Vous avez différents types de données. Les données qui vous concernent directement, selon les données qui sont surlignées en jaune, en caractère rouge, qui sont les données de votre opération qu'il faut absolument intégrer dans le tableur. C'est des renseignements obligatoires. Il y a à peu près une cinquantaine de données, 46 données à renseigner sur la nature de votre opération. Ensuite, vous avez d'autres cellules auxquelles il n'est pas nécessaire de toucher, qui sont en calcul automatique et qui vont vous donner les éléments d'appréciation de l'absence de surcompensation. Alors concrètement, comment ça se passe? Donc vous avez là un exemple concret de différentes mesures qui doivent être introduites, différents paramètres. Donc bien entendu la nature des logements que vous allez construire, les coûts d'investissement, frais d'honoraires, bâtis, charges foncières, mais également l'ensemble des coûts d'exploitation, les recettes locatives qui vont être tirées de ce dispositif, c'est tout à fait important, et le plan de financement de l'opération le plus détaillé possible, avec l'ensemble des subventions que vous allez recevoir, avec les fonds propres que vous allez mobiliser et les emprunts contractés, quelle que soit la nature, avec la durée et bien entendu le taux d'intérêt. Donc il y a du coup un récapitulatif de votre plan de financement qui va s'opérer par le tableur et on va retenir l'ensemble des taux de référence de la DHUP pour établir le calcul de compensation. Donc ce sont les paramètres généraux qui relèvent des notes techniques de la DHUP qui sont actualisées régulièrement. Donc on en arrive effectivement au résultat, puisque ce premier feuillet calcul reprend les données
calculés dans le feuillet numéro 2. Donc on a bien l'ensemble des coûts d'investissement. D'autre côté, on a les recettes, y compris avec les impayés et les vacances selon les taux fixés par la DHUP. Le bénéfice raisonnable, la rémunération des fonds propres, donc là également fixé par la DHUP, et l'ensemble des compensations qui vous sont attribuées, sont une subvention directe, équivalent subvention de l'exode TFPB, pour une valeur totale. Alors à partir du moment où cette donnée est fixée à ce niveau-là, vous avez ici le résultat du tableur. Si cette valeur est positive, il n'y a pas de surcompensation. Donc le projet est compatible. Par contre, si la valeur est négative, là vous recevez effectivement plus d'aide que nécessaire et il faut rembourser cette suraide en quelque sorte, pas l'ensemble de l'aide, mais l'aide qui est en surcompensation. Vous pouvez la rembourser soit en quelque sorte en minorant cette aide lors de l'instruction du dossier, puisque vous avez un premier tableur lors de l'instruction du dossier, ou lors du paiement du solde, de réduire d'autant la subvention qui vous est allouée. Donc voilà en quelques mots préciser la nature de ces contrôles et les modalités de travail avec ce tableur. Je reste bien entendu à votre entière disposition à travers la RHLM pour répondre à vos questions précisément par mail si vous avez des difficultés particulières à remplir ce tableur.